Bien le bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un énième texte, un énième petit texte qui portera aujourd'hui, qui porte le nom, j'ai envie de dire plutôt, Mythologie et cerveau reptilien. Alors bon, c'est un texte un peu plus, j'ai envie de dire léger que d'habitude, hein, un peu, un peu amusant sur les bords, hein, un peu dans la prospective et non pas dans l'analyse. Voilà, donc réflexion 7, mythologie et cerveau reptilien. En comparant les mythes et légendes de divers contrées du monde, il est évident que chacune d'elles converge tendanciellement vers une vérité commune, en une synthèse symbolique. Donc déjà là, comment dire, on repose les bases de ce qu'on peut appeler la mythologie comparée. Bon, enfin, le symbolisme comparé dans ce cas-ci. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Il ne s'agit pas ici de tomber dans le vulgaire piège du syncrétisme, souvent invoqué par les tenants de traditions particulières, on pense notamment aux traditions religieuses. Chacun défendant l'exclusivité de son précaré. Bon, voilà. Mais, en remontant plutôt aux sources de tout mythe, on constate qu'ils proviennent tous d'une étude plus ou moins approfondie de la nature, de la physis, pour être précis, la nature au sens grec, d'où le terme physique ensuite. Voilà, donc la physis grecque. Les mythes proviennent d'une étude, d'une transposition de cette étude de la physis. Les héros grecs et chrétiens, pléonasme d'ailleurs, sont régulièrement confrontés à d'horribles monstres qu'ils doivent terrasser. L'un des genres les plus notables du bestiaire mythologique concerne le reptile, en particulier le dragon ou le serpent. Ces créatures représentent presque systématiquement le vice, le diable. Ainsi, lorsque le héros pourfend le dragon, la gorgone Méduse ou la monstrueuse Scylla, il se purifie symboliquement de ses propres vices. Au contraire, Ève, dans le jardin d'Éden, y succomba et précipita le genre humain vers l'altérité de la manifestation, avec le fameux serpent biblique. En neuropsychologie, certes archaïque, le cerveau reptilien et limbique nous impose ses désirs, pulsions, réactions purement irrationnelles, d'où proviennent la plupart de nos vices. Il représente l'âme basse, la concupiscence, to epitumekon chez les Grecs. Je me suis fait chier à l'écrire en grec et à le dire en grec. Attention. Hein. Donc l'épitumekon, c'est littéralement la concupiscence. Ainsi, à l'aide de son âme haute, donc de sa vertu, de sa raison, de son intellect, le héros domine son âme basse, son cerveau reptilien. C'est par un truchement similaire que la statuaire gréco-romaine représente ces héros avec de petits attributs génitaux. Car ces hommes ont dompté le serpent de leurs pulsions sexuelles, et autres pulsions bien évidemment, mais on a vu que le serpent était... voilà. Passant de l'outil du désir à celui de l'engendrement. C'est notamment par ce truchement que le cléricalisme chrétien finit par condamner injustement l'éros, en confondant maîtrise puissante et virile avec le ratatinement. On a en effet, dans un certain cléricalisme chrétien, alors je précise cléricalisme chrétien et non pas catholicisme, enfin, pour ne pas confondre, si on veut, philosophie théologique et application sociale de certaines normes. Donc je précise bien cléricalisme chrétien. On aura vu certains préceptes par rapport justement à la maîtrise de la sexualité, ces choses-là, qui sont, comment dire, on fait passer parfois une faiblesse pour une vertu. C'est d'ailleurs l'une des critiques nietzschéennes par rapport à ces choses-là. Comme disait je ne sais plus quel curé ou pasteur ou je ne sais quoi, si tu ne baisses pas, ce n'est pas que tu te maîtrises, c'est que tu es laid. Hein, j'essaie de mettre l'extrait. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid. Ouais, donc c'est assez drôle. Bref, mais oui. Tout ça finalement pour dire que la figure du serpent, le cerveau reptilien, bon, et limbique, c'est vrai qu'il y a une petite couille dans mon rapport, c'est que la théorie c'est vraiment
cerveau reptilien, cerveau limbique et néocortex. Ces trois disons, partitions cérébrales qui sont de l'ordre de la concupiscence, de la volonté de puissance, quoique le limbique c'est un peu différent. Enfin, volonté de puissance au sens, pas au sens nietzschéen, machin, au sens accumulation et compagnie, rationnel, quoi. Et donc aujourd'hui, que peut bien vouloir dire tuer le dragon, pour fendre le dragon à notre époque? Eh bien, il s'agit évidemment de comprendre quel est le vice de l'époque et comment comment cette époque nous influence en fait. Typiquement, on peut voir dans les réseaux sociaux, dans notre rapport à l'argent, au travail notamment, les rapports hommes-femmes aussi, enfin toutes ces choses-là qui sont de l'ordre du vice, qui sont de l'ordre de la décadence. Comment peut-on non pas les vaincre d'un point de vue sociétal, car on ne le peut pas, une stratégie individuelle, avant de devenir empereur du monde, quoi, et même là. Mais comment est-ce qu'on peut, dans notre réalité personnelle, arriver à pourfendre ces vices ou à les dominer, comme les Grecs auront décapité Gorgone, quoi. Comme Persée aura... Alors c'est Persée ou c'est je sais plus qui... Moi je pense que c'est Persée qui décapite Gorgone. Enfin Méduse. Typiquement aujourd'hui par exemple, le scrolling TikTok, tout ce qui est circuit dopaminergique, on est très près effectivement des ressorts reptiliens de l'esprit, enfin de l'esprit animal, quoi, chez l'homme. Donc franchement, si on veut avoir une lecture de ces mythes-là qui est très moderne, aujourd'hui le serpent, le diable, c'est à la fois... Enfin, ce sont tous les phénomènes qui manipulent nos ressorts psychologiques radicaux, primordiaux. Donc justement, beaucoup de réseaux sociaux, tout ce qui est médias de masse, tout ce qui est compagnie. Voilà, bref. C'était juste un aparté pour voir comment est-ce que, du moins pour m'expliquer comment cette lecture des choses est tout à fait en réalité contemporaine. Voilà, comme dirait Battistini, Platon est un philosophe d'extrême contemporain. Alors bon, j'en sors Platon parce que j'ai lu récemment, d'ailleurs c'est très intéressant. Il faudra peut-être bientôt faire une vidéo sur Platon. Parce c'est d'une puissance monumentale. Platon et Aristote, hein, j'entends le couple Platon-Aristote-Socrate. Enfin, le couple trouble. Le trouble. Voilà, bref. J'espère que ça vous aura intéressé. C'était un peu court. C'est des suppositions. Enfin, je rassemble des choses qui ne sont pas forcément, notamment la partie reptilien limbique, tout ça, qui d'ailleurs est pas du tout. Bref, on s'en fout, c'est de la symbolique. C'est histoire finalement de lier les choses ensemble. Voilà. Donc le prochain texte sera sur le mariage, le principe du mariage. Je l'ai déjà dit l'autre fois. Donc c'est déjà une réflexion qui est faite. Il me suffit juste de l'écrire, de la transposer à l'écrit. Mais elle est déjà faite en mode comme ça oral. Voilà. Vous allez voir, c'est intéressant, puisque je vais vraiment en profondeur dans ce qu'est le mariage en fait. Ce n'est pas juste une vulgaire démarche administrative. Et n'oubliez pas, nous sommes philosophes et non pas hérosophes, car avec la vérité, nous ne pouvons avoir qu'une relation d'amitié et non pas une relation charnelle, car elle est infiniment loin de nous. Mais nous pouvons avoir une amitié platonique. Bref, au revoir.